deuxième séquence avec Laurent Mauduit qui va nous rejoindre et qui va maintenant être face à vous sur les questions économiques, l'ultralibéral. Mais avant cela, du coup, pour l'introduire, une petite séquence en images. Regardez. Regardez. J'ai dit qu'il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose. Je ne plains pas les entrepreneurs qui embauchent. C'est leur vie. Mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'il peut tout perdre, lui. Et il a moins de garanties. Mais qu'est-ce qui bloque tout? L'absence de visibilité. C'est qu'il se dit, est-ce que j'ai le droit de me tromper? J'aime bien l'initiative d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je trouve que ça permet de sortir de la politique politicienne. Et s'il peut avoir un petit peu de recul et faire, je dirais, lancer un grand débat en France à un an d'une échéance extrêmement importante pour le pays, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Alors, nous avions les compliments de Gattaz, le patron des patrons, à Emmanuel Macron et à quelques petites phrases que vous avez dites. Et on va voir si vous les regrettez. Avec Laurent Mauduit, vous avez un quart d'heure sur le thème l'ultralibéral Macron. C'était un pot pourri impartial là, que vous avez fait. Impartial, mais je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ce petit extrait. C'est que, sachant que j'allais vous interroger, j'ai lu la plupart de vos discours, tous. Et je dois vous avouer mon trouble sur la partie économique. Vous lisant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais demander à Emmanuel Macron? Parce qu'il y a une forme d'habileté dans votre propos. Vous n'avez pas tombé le masque sur la candidature, mais non plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le détail de vos propositions. Il y a juste, comme vous l'avez dit, le socle idéologique. Oui. Il y a une petite musique. Et la petite musique, je vais vous dire ce que ça m'a inspiré. C'est le rafraîchissant de Gattaz. C'est ce qui parcourt la plupart de vos discours, c'est un vieux thème, je trouve, qui est une conviction ancienne du MEDEF et avant du CNPF, c'est tourner la page de la libération. Vous vous souvenez de Denis Kessler, sans doute, l'ancien numéro 2 du MEDEF, juste avant Gattaz. Il avait eu cette formule dans un entretien, un challenge. Il s'agit de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Alors, dans un de vos discours, vous donnez un coup de chapeau au CNR, mais vous dites la même chose. Il faut sortir du modèle social issu de la libération. Et ce qui me frappe, c'est que vous n'employez jamais le terme de sécurité collective. Sans arrêt, vous parlez de sécurité individuelle. Alors j'aimerais comprendre ce que veut dire refonder le modèle social ou sortir du modèle social de la libération. Alors, d'abord, je sais comme vous êtes un de mes grands soutiens, je vous lis et je vois toujours les... Critique. Comment dire? Vous aussi, les habiletés de raisonnement, c'est pas parce qu'à un moment donné, on peut rejoindre sur telle formule ou telle chose quelqu'un qu'on est assimilable à lui. Vous faites souvent ce raisonnement par contiguïté. Je n'adhère pas parce que j'essaie de construire une pensée justement qui fait système. Parce qu'une des choses qui a aujourd'hui paralysé notre pays et qui fait que, si on le regarde, la réalité en face, nous avons un problème. Et qui a paralysé l'action de gauche et de droite, c'est qu'on n'a pas eu une approche de système. On n'a pas essayé de regarder la société et l'économie comme un tout. On a répondu à des clientèles en appuyant sur des points. On ne peut pas faire le redressement industriel du pays et les 75% et une loi travail 3 ans plus tard, etc. Ça n'est pas cohérent. Bon, donc j'essaie de construire un élément cohérent. Aujourd'hui, est-ce que la France va bien? Est-ce que le modèle social, comme on dit, qui est le nôtre, est un modèle qui est efficace et juste? Non. Non. Ma question était non, mais je repars du réel, parce qu'au fond, c'est le réel qui nous occupe. C'est pas de savoir si à un moment donné, j'ai dit une phrase comme Kessler il y a 10 ans. Parce que ça, à ce tarif-là, je peux vous retrouver, à mon avis, une phrase proche de Jaurès et de Marx. Vous avez bien compris ma question. Non, mais donc, faut-il sortir du système de la sécurité sociale? Donc, je dis, aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons, il n'est plus efficace, il n'est plus juste. Nous sommes parmi les pays qui réussissent le moins face au chômage. Nos grands voisins européens ont résolu le problème du chômage de masse. Alors, ils l'ont résolu avec, en effet, des compromis qui sont différents des nôtres. Mais ils n'ont pas 10% de chômage. Et il n'est pas simplement inefficace, il est en plus injuste parce que c'est 25% pour les jeunes, le taux de chômage, et 50% dans les quartiers les plus difficiles, dans les populations qui sont les moins formées. Bon. Donc, ce modèle,
On ne doit pas le protéger comme le Saint Graal. En plus, il a créé des différences statutaires, parce qu'il a été pensé pour une économie de rattrapage, qui était l'économie et la société de l'après-guerre. Ouais. C'est-à-dire une économie de cycle long, où quand vous rentriez dans votre entreprise, vous y étiez pour toute votre carrière, ce qui est vrai. Et donc, on a géré les grands risques sur le plan assurantiel, avec des cotisations. On a donc dit aux syndicats, aux partenaires sociaux, vous allez co-gérer ce risque ensemble, l'État sera derrière et garantit si besoin. Et puis, en quelque sorte, vous les gérez en silo. On a la fonction publique, on a les régimes spéciaux, on a le reste de la société. Et l'État, lui, garantit un fonctionnement du droit du travail avec le Code du travail qui garantit les sécurités. Ce système produit aujourd'hui des blocages à tous les niveaux et n'a pas mis les acteurs aux bons endroits. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne sommes plus dans une société où sur les grands risques, dans les faits, nous assurons. Nous protégeons collectivement. Et je l'ai dit là aussi, je suis pour un modèle solidariste. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'aller prendre des risques dans cette société contemporaine et en leur disant vous êtes la piétaille de ce nouveau monde formidable, vous allez devenir chauffeur, livreur de pizza, d'ailleurs c'est super. Non, on doit protéger les individus sur tous les grands risques. La maladie, la vieillesse, le chômage, la formation. Je peux vous arrêter sur tous les grands risques. Oui. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les risques qui sont ceux de la sécurité sociale initiale. Prenons l'assurance maladie, par exemple. Le patronat a un point de vue. La vérité, c'est que l'assurance maladie, vous l'avez vu d'ailleurs, je ne l'ai pas cité dans ces éléments-là, parce que l'assurance maladie, on l'a déjà fait changer. Elle a déjà suivi ce chemin. Juste entendez-moi, le patronat dit, par exemple, de l'assurance maladie, il faut en finir avec sa vocation universelle. Donc les très grands risques, très coûteux, les grandes pathologies, c'est la solidarité qui la prend en compte. Et le reste, on va basculer vers des systèmes d'assurance. Vous avez tout à fait raison. De sécurité. Vous avez tout à fait raison de faire cette clarification. Je ne parle pas du tout de la même chose. Eux parlent des grands risques sur le plan médical. Je termine ma question. Et notamment, dans ces logiques-là, Claude Bébéar, que vous connaissez bien, avait en un temps défendu l'idée de sécurité sociale privée. Est-ce que la remise en cause des solidarités collectives implique ce glissement progressif? Ce n'est pas du tout ce que je propose. Juste l'insiste, parce que vous m'avez sorti Claude Bébéar, que vous connaissez bien. Il était membre de la commission Attali où j'étais rapporteur général. Je ne passe pas mes soirées ni mes week-ends avec Claude Bébéar, pas plus que vous. Voilà. Non mais... les choses, la messe est dite. Non, parce qu'après, je ne veux pas que ça... C'est un clin d'œil que vous connaissez. C'est un clin d'œil, voilà, moi aussi. L'appui d'AXA au début de votre... Non, je n'ai jamais eu l'appui d'AXA non plus, parce que vous avez écrit ça, vous avez d'ailleurs eu la courtoisie ensuite de faire un démenti, parce que c'était incorrect. Non, j'ai eu votre réaction. Parce que, oui, mais j'ai eu... pas fait de démenti. Oui, mais c'est très grave, parce que vous installez l'idée... Mais ce n'est pas le cœur de notre propos. Mais parce que c'est le cœur du propos, parce que je connais vos modes de raisonnement, et par proximité, vous mettez des petites pierres. J'ai raisonné comme Kessler, je suis le copain de Bébéar et j'ai été hébergé et aidé par AXA. Donc par proximité, vous voulez dire Macron, c'est Montaigne, AXA non, dessine un environnement de proximité. Donc moi, je vous définis, je vais revenir sur le fond, mais je vais vous dire très clairement sur cette affaire où vous avez écrit des grosses bêtises. J'ai la femme de Laurent Bigorne. Pour que tout le monde comprenne, il s'agit de l'annonce d'En Marche et de la domiciliation. À l'annonce d'En Marche, il a été dit que j'étais hébergé par AXA, ce qui est totalement faux. J'avais un local qui était rue des Plantes. J'ai dit proche des milieux patronaux. Rue des Plantes. Proche des milieux patronaux. Rue des Plantes. Non, mais c'est très important parce que vous allez voir. Honnêtement, vous ne pouvez pas m'accuser d'être proche. J'ai titré le titre. La femme. Mais attendez, c'est très important. La femme de Laurent Bigorne. C'est votre minute de droit de réponse. Oui, mais la femme de Laurent Bigorne, par engagement personnel militant, elle a soutenu En Marche. Laurent Bigorne aussi. Elle soutient En Marche. C'est elle qui, en effet, se met comme présidente de l'association et la domicilie chez elle, domicile personnel. Parce que la femme de Laurent Bigorne... Moi, je vais attaquer les gens sur leurs femmes. Est-ce que font leurs femmes? Enfin, attendez. J'ai dit juste... Donc, c'est pas... AXA n'a rien à voir là-dedans. AXA n'a jamais soutenu. L'Institut Montaigne n'a jamais soutenu. Donc, soyons rigoureux. Proche des milieux patronaux, j'ai mis. Mais c'est faux. Voilà. La femme de Laurent Bigorne n'est pas proche des milieux patronaux. Voilà. Mais c'est mieux de dire les choses précisément. Parce que sinon, vous voyez, quand on rapproche tout, on peut créer des malentendus. Et tout le monde perd au malentendu. Voilà. Ensuite, sur le sujet de fond, je ne propose pas, sur l'assurance maladie, d'avoir une sécurité individuelle et de la privatiser. À aucun moment. Je suis contre, je pense que l'équilibre aujourd'hui trouvé est le bon. J'ai des propositions plutôt qui vont dans le sens de la prévention et donc dans la capacité de décloisonner le système, son organisation, le type des risques qui est pris, parce que nous avons un système qui est très efficace en termes de soins, qui est assez mauvais en termes
au fond, de santé publique. Bon, c'est un autre sujet. À aucun moment, je propose de privatiser certains risques. Ça n'est pas ce dont je parle. Quand je parle des grands risques, je dis c'est la maladie, c'est le chômage, c'est la vieillesse. Bon, ça, ce sont les risques sociaux, sociétaux, que nous couvrons par un système depuis l'après-guerre. Les autres se sont constitués d'ailleurs dans les années ou les décennies qui ont suivi. C'est le système dans lequel nous vivons. Ce système, pour la maladie, il a évolué. La maladie, elle est de moins en moins financée par des cotisations. C'est de plus en plus la CSG, et donc on l'a socialisée. Et il y a de plus en plus un recul de la part... Alors, il y a deux choses. Il y a de plus en plus de reste à charge. Alors, on a fait deux choses. Il y a une misère sociale de plus en plus forte à cause d'une mauvaise... C'est pas totalement vrai, parce que dans le même temps, il y a eu deux phénomènes avec la couverture médicale universelle et la couverture médicale universelle complémentaire qui ont fait que vous n'avez plus de misère médicale. Non, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça a été d'ailleurs un des grands apports de Martine Aubry quand elle était au gouvernement, d'avoir créé cette CMU, ce qui est d'ailleurs une sortie pour la maladie d'une logique purement assurantielle pour passer à une logique beaucoup plus solidariste. Parce qu'on a dit, attendez, on ne peut pas couvrir les gens que sur ce sur quoi ils se sont assurés. On voit bien qu'il y a des situations critiques. Et le financement a suivi. Donc on a changé sur la maladie de philosophie. Sur le travail, c'est tout ce que j'ai dit sur l'UNEDIC, la formation professionnelle, on reste dans une société et une organisation sociale et économique qui est encore très cloisonnée, qui est très statutaire. Et donc, elle produit du chômage, elle est trop rigide et elle n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, vous couvrez bien du risque du chômage un salarié en CDI dans un grand groupe, et vous le formez bien, il a une offre de formation professionnelle qui est bien conçue pour lui, dans un grand groupe ou un grand groupe public sous contrat, celui qui fait le même travail chez un sous-traitant, en intérim ou autre, il fait le même boulot au quotidien, il n'est pas couvert sur ce risque-là. Or, ce n'est pas un risque qui est de nature assurantielle. On doit le couvrir sur ce risque-là. Et il n'a pas droit à la même formation professionnelle de fait. Ce même individu, il va quasiment jamais avoir de formation professionnelle. Et donc il reste, au fond, à la périphérie du système. Donc ce que je dis, c'est qu'on doit progressivement changer à la fois le mode de financement des protections qu'on donne sur la couverture du risque chômage, parce qu'il est de moins en moins assurantiel, il est de plus en plus un risque que tout le monde partage, parce que moi je veux pouvoir couvrir... Je traduis pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que vous voulez basculer sur un mode de financement notamment sur la consommation, donc via la TVA, entre autres. Donc un mode de financement via l'impôt le plus injuste. Mais attendez... C'est accélérer ce que ce gouvernement a fait. Pas uniquement. Ensuite, où est l'injustice? Moi, je veux bien que vous disiez que ce soit le mode l'injustice, c'est organiser un immense transfert en allégeant les cotisations patronales pour faire payer Aujourd'hui, l'injustice, elle est où? Vous n'êtes pas indigné, vous, par l'injustice? Ne parlez pas en même temps, parce qu'on comprend... Allez-y. Non, mais l'injustice, elle est où? Quand je vous dis qu'il y a des quartiers qui sont à 50% de chômage, parce que notre organisation collective les place là-dedans... C'est pas en faisant payer par la TVA et l'impôt c'est en ayant un système le plus injuste... Ne m'enfermez pas dans le... Et en allégeant les cotisations patronales que vous allez régler cette misère sociale. Non, d'abord, je ne Là, au contraire, vous risquez de la croître. Non. D'abord, je ne propose pas uniquement la TVA. Vous l'avez vu dans mes discours. Je propose qu'il y ait un transfert, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, on finance la totalité de ce risque, ou quasi. En fait, il y a un déficit accumulé qui fait que c'est le contribuable, par une grande hypocrisie qui le finance. On finance ce risque par des cotisations qui ne reposent que sur le travail. Ça, c'est une formidable injustice. Voilà. Donc, il faut aujourd'hui élargir la base taxable, faire payer davantage, je le dis aussi, les revenus du capital, pour partie des revenus de consommation, la fiscalité environnementale, et en même temps, socialiser ce risque. C'est-à-dire couvrir aussi des gens qui ne sont pas couverts face à ce changement. Aujourd'hui, quand un individu qui est en régime d'auto-entrepreneur est embauché par une plateforme, Take It Easy, par une plateforme de chauffeurs urbains, d'ailleurs que ce soit un VTC ou pas, il n'a pas les mêmes droits. Il n'est pas couvert sur les mêmes droits. Parce qu'il est plongé dans un système assurantiel en silo. Je veux qu'on le couvre des mêmes droits parce qu'il a même besoin de plus de protection qu'un individu qui est en CDI au cœur du système. Et je veux aussi que la formation professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, justement livrée, soit beaucoup plus juste, qu'elle soit réorientée vers ceux qui sont moins bien formés au début et qui sont au chômage. Or, aujourd'hui, l'organisation collective qui est la nôtre, elle ne le permet pas. Donc, quand je dis qu'il faut refonder les choses, il faut les refonder sur cette base, parce que nous n'avons pas aujourd'hui l'organisation productive, le marché du travail qui est celui de 1945. Comme mon temps est compté, deux questions rapides. Non, deux questions distinctes, si vous m'autorisez. L'une dans la France des statuts que vous voulez remettre en cause.
il y a le statut de la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe assez choquant à ce que vous défendiez cette solution, alors que vous êtes inspecteur des finances, que vous n'avez pas démissionné de l'inspection des finances et que d'ici la fin de ce mois, si vous n'annoncez pas votre démission, vous devrez réintégrer votre corps. C'est le corps de la fonction publique qui bénéficie des avantages les plus formidables. Réponse rapide, si vous avez démissionné? Alors, deux sujets. D'abord, j'ai plusieurs fois, votre journal me l'a reproché, des propos aussi sur la fonction publique, et en particulier la haute fonction publique. Parce qu'on ne peut pas rester dans le système qui est aujourd'hui le nôtre, d'évidence. Les protections qui sont aujourd'hui allouées à la haute fonction publique, quelles que soient les spécificités de ces métiers, ne se justifient plus. Et donc je suis favorable, je l'avais d'ailleurs proposé dans la première loi que j'ai portée, à une réforme pour la haute fonction publique, et en particulier le corps auquel j'appartiens. Ça n'est pas un corps juridictionnel, donc il ne justifie pas d'avoir des protections tout au long de sa vie et des droits au retour permanents. Donc, vous démissionnez? Donc je serai amené à démissionner de la fonction publique. À la fin de ce mois. Dernière question, on n'a pas le temps de parler de... Parce que je suis cohérent, mais je pense que c'est un élément d'exemplarité. Et je pense... Parce que monsieur le maire, vous avez interpellé à nombreuses reprises là-dessus, parce que lui avait démissionné. Non, mais monsieur le maire, parce que vous aimez le détail. À la fin de la période, sinon, il réintègre le corps début décembre. Bien la chose. Donc vous allez démissionner. Donc je démissionnerai de la fonction publique. Par cohérence. Maintenant, je ne veux pas le faire par stigmatisation, et c'est là où je trouve que Bruno Le Maire a un discours facile. Il a un discours facile comme beaucoup de ses collègues, parce que je crois que c'est vous qui avez... Vos collègues, vous êtes non, plus vraiment concerné, en fait, mais qui sont politiques, qui ont démissionné, parce qu'ils ont attendu de purger les 10 ans dans la haute fonction publique pour ne rien payer. Ça ne lui a rien coûté. 10 ans de service dû à l'État. Et donc, dans ces 10 ans de service à l'État, à l'époque, avant la réforme Cahuzac, non mais c'est très important, je vais venir vous dire les choses pourquoi, vous dire exactement pourquoi. Et donc, quand on était à l'époque parlementaire ou conservé, le compteur tournait. Donc, une fois les 10 ans passés, on pouvait dire, vierge effarouchée, c'est absolument, ce système est affreux, je vais démissionner, maintenant que j'en ai bien profité. Moi, je ne suis pas au bout de ces 10 ans. Donc, en démissionnant, je paierai 50 000 €, ou un peu plus. Et je ne suis pas, contrairement à ce que vous avez souvent écrit, millionnaire. J'ai gagné de l'argent quand j'étais banquier d'affaires. Si c'était l'argent qui m'intéressait, je serais resté banquier d'affaires. Une question qui fâche tout à l'heure. Question, mais donc ça me coûtera de le faire, mais je le ferai par esprit de cohérence et d'exemplarité. Je ne vais pas proposer que tous ceux qui font de la politique le fassent de manière trop simple, parce que je trouve ça honteux qu'on le demande à quelqu'un qui est enseignant, à quelqu'un... Vous voyez, donc vous le faites fin novembre, on est d'accord. Dernière question de Laurent. J'ai écrit une chose lourde. D'ordinaire, on ne le dit pas. J'ai dit de vous que vous aviez menti dans un dossier, celui de l'aéroport de Toulouse, puisque vous aviez dit à l'époque de la privatisation de la société de gestion de l'aéroport que ce n'était pas une privatisation, que les acteurs publics, État, région, gardaient la majorité. Or, vous avez passé un pacte d'actionnaires qui, par définition, est secret, dans lequel vous avez donné les pleins pouvoirs à un oligarque chinois, par ailleurs totalement corrompu, on l'a appris après, et dont la première décision a été de ponctionner les réserves de l'aéroport. Alors, c'est en effet très lourd. Vous êtes très écoutés, nos lecteurs de Toulouse ont été très mobilisés sur ce sujet. Je le sais, et moi-même, j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet, qui a d'ailleurs été un cas d'école. D'abord parce que j'entends beaucoup de gens qui commentent, dont mon ancien collègue que j'ai toujours respecté, parce que comme vous l'avez vu, je ne dis pas du mal des gens, Arnaud Montebourg. La décision de privatisation, initialement prise, de l'aéroport de Toulouse, elle est prise par Arnaud Montebourg, par un décret qui ne prévoit quasiment aucun cahier des charges, si ce n'est des critères financiers. Quand je suis donc nommé ministre, ce n'est pas moi qui prends la décision. J'hérite d'une situation où les offres sont sur la table. Donc, je ne décide pas cela et je n'ai quasiment aucun levier juridique pour changer cette offre, puisqu'il y a un cahier des charges qui, comme d'ailleurs dans toute situation comparable publiquement, et c'est une protection pour le contribuable que vous êtes, c'est protéger ses intérêts, on regarde essentiellement le prix. Il y avait une offre chinoise qui était nettement au-dessus des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On l'a amélioré en disant on va faire monter les collectivités locales. Et j'ai beaucoup travaillé avec les collectivités locales. Soit on cassait complètement l'offre, avec un préjudice financier pour l'État, pas moi qui touche l'argent, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, mais un préjudice aussi réputationnel dans un processus nécessaire sur une telle mise aux enchères. Et donc, nous changeons le cahier des charges, ce qui se fait très rarement, en demandant des droits de gouvernance pour les collectivités locales. On leur reconnaît la possibilité de mieux contrôler, de mieux préserver leurs droits. Et nous, en gardant, l'État, une part qui fait qu'en effet, ils ne prennent pas les 60% initialement prévus et qui restent sous la barre des 50%. Donc juridiquement, j'ai raison quand je dis ça.
Simplement, compte tenu du cahier des charges que j'avais, sur des décisions structurantes, l'État ne peut pas s'opposer à l'actionnaire chinois. Donc ce qui fait qu'en gouvernance, vous ne pouvez pas bloquer les choses. C'est aussi pour ça qu'on négocie un pouvoir de minoritaire pour les collectivités locales sur des décisions structurantes pour ne pas avancer. Et on sort les choses ainsi. Ce qui, compte tenu de la situation dans laquelle j'étais, était inespéré. Deuxième point, qui est fondamental, parce que vous avez dit oligarques chinois, etc., nous sommes dans une situation où, avec Michel Sapin, ministre à l'époque, qu'il est toujours des Finances, on demande une clarification de la situation fiscale. Il y a en chaîne la situation que vous avez évoquée de manière très juste. Et donc, l'entité qui reprend est une entité domiciliée en France. Nous interdisons la remontée au holding du cash non taxé et elle est parfaitement taxée en France. Troisième point, quand nous vendons la société de gestion de l'aéroport, c'est avec les réserves qui sont présentes. Et donc, on ne peut pas empêcher, à un moment donné, d'utiliser ces réserves. Ou alors, nous les aurions redistribuées nous-mêmes. Et donc, ce qu'on a fait la première année, on a bloqué la distribution de ces réserves. La deuxième année, il y a eu une discussion qui a permis de les réduire. J'ai eu moi-même l'été dernier, quand j'étais encore ministre, une discussion avec l'ensemble des collectivités pour trouver un chemin de passage. Et d'ailleurs, c'est aussi un jeu politique, tant la situation est tendue localement. Mais tout le monde reconnaissait qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas les investissements auxquels l'actionnaire chinois s'est engagé. Maintenant, de quoi parlons-nous? C'est le dernier point sur lequel je m'arrêterai. On ne parle pas de l'aéroport de Toulouse. On parle de la société de gestion. Oui. Mais c'est fondamental. L'emprise foncière, les structures, l'immobilier n'est pas vendu. La capacité à ouvrir de nouvelles lignes, elle dépend de qui? Ça ne justifie pas le comportement de fonds rapaces qui siphonnent une entreprise. Mais ce n'est pas un fonds rapace qui siphonne une entreprise. Si. Non, pardon de vous le dire. C'est la vie des élus locaux. Non, ce n'est pas un fonds rapace si... C'est un fonds rapace s'il ne respecte pas, et là nous avons la capacité de blocage, compte tenu de la gouvernance négociée. Vous avez fait une résolution où ils ont les pleins pouvoirs. D'investir. Non. C'est dans le pacte d'actionnaires qui est secret, qu'on a révélé, ils ont les pleins pouvoirs. Il y a des contraintes d'investissement, et d'ailleurs des engagements pour reconnaître d'autres droits aux collectivités, qui fait qu'il ne peut pas se désinvestir. Donc c'est faux. Par contre, là-dessus, là-dessus, parce que les faits sont très importants, on parle bien de la société de gestion, et donc tout ce qui concerne, parce que pour nos amis qui nous entendent à Toulouse, c'est fondamental. Les ouvertures de lignes, les horaires, la disposition du foncier, tout ça, c'est l'État qui le garde. Et c'est pour ça, contrairement à ce que vous avez écrit, que ce sont des très bons actifs à céder. Parce que l'État n'a rien à y faire. L'État n'a rien à faire de disposer, si vous voulez, des magasins qu'il y a dans les aéroports. C'est un très mauvais actionnaire. L'État lui-même a très peu investi. C'est pour ça qu'il y avait une telle tontine. Il a laissé, si vous voulez, l'argent s'accumuler sans jamais réinvestir. La sécurité, tout ce qui relève du régalien, l'État continue à l'assurer par les missions du ministère de l'Intérieur, de la police aux frontières et de la DGAC. Et donc c'est pour ça ensuite, fort de cette expérience, et je finirai là-dessus, que quand il s'est agi de privatiser, de céder la part de l'État au capital des sociétés de gestion de Nice et de Lyon, fort de cette expérience, j'ai fait changer la loi, j'ai fait mettre dans la loi des garanties pour éviter que la situation de type, justement, Toulouse se reproduise, pour qu'il y ait un contrôle parlementaire, parce que je suis favorable au contrôle parlementaire, il évite les malentendus, il permet de mettre des garde-fous avant, et que nous avons, dans les deux cas, trouvé des solutions négociées, avec un cahier des charges avec les collectivités territoriales, et qui ont permis de valoriser à 1,7 milliard ces privatisations de sociétés de gestion, qui permettent ensuite de réinvestir cet argent. Qui, dans Peugeot, quand on va le sauver, justement, cette entreprise et recréer des emplois en France? Qui, dans des entreprises du nucléaire qui sont parfois dans des situations très difficiles? Donc, je pense que ce sont des bonnes opérations. Bon, la séquence plutôt ultralibérale a débordé son temps. Puis, avant que donc passer à la suivante avec Rachida El Azzouzi qui va remplacer Laurent Mauduit et qui sera... On va continuer dans ce registre, l'antisocial, point d'interrogation. Une question qui fâche de Mathieu, sachant que, j'ai oublié de le dire, puisqu'on parle argent, avec des montants, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Il y a une offre spéciale jusqu'à minuit, c'est impayable, 6 mois, 20 €. Vous pouvez suivre la campagne présidentielle jusqu'au moment du vote, c'est fin avril, 6 mois, 20 €, au lieu de combien? 66 € si c'est le tarif normal. Il faut le prendre. Bon, petite question qui fâche, on va essayer de la faire assez rapidement, mais en même temps c'est important, je pense que ça pose la question ça concerne votre patrimoine, mais ça concerne aussi la question de l'exemplarité des politiques, et dans la période actuelle, c'est important. Après que vous avez été nommé ministre de l'économie en 2014, l'administration fiscale a réévalué
votre maison familiale, plus exactement celle de votre épouse, au Touquet. Elle a très exactement réévalué 1 453 000 € au lieu de ce que vous aviez déclaré et évalué, qui était 1 200 000 €, ce qui figurait dans votre déclaration de patrimoine. Ce qui a eu pour conséquence très concrète de vous rendre redevable de la première tranche de l'impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune, c'est là que la question devient aussi un peu politique, dont vous n'êtes pas très fan, puisque vous avez dit récemment, en juin, qu'il pose un problème pour celles et ceux qui veulent investir. 3 questions. Est-ce que vous n'avez pas sciemment sous-estimé ce bien dans les années 2013 et 2014 pour ne pas payer l'ISF, dont vous dites qu'il pose un problème pour celles et ceux qui veulent investir? N'auriez-vous pas pu l'évaluer correctement avant d'être un peu comme ça rattrapé d'une certaine façon par la patrouille? Et n'est-ce pas souhaitable de toute façon que dans ce genre d'affaires, on prenne des risques, on ne prenne pas de risques justement et qu'on fasse des évaluations correctes pour éviter ce genre de choses qui font toujours un petit peu déplaisant pour les gens qui votent et pour les citoyens? Vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs pour ça que cet impôt, parce que la question se posait et que je n'ai pas un grand patrimoine, puisque d'ailleurs le patrimoine est public, il est sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc j'invite par rapport aux fantasmes qui sont parfois véhiculés sur mon cas à regarder précisément les choses. Haute Autorité qui est le résultat de nos révélations de l'affaire Cahuzac. Utilité démocratique de la presse. Mais exactement. Juste, hein. Et c'est pour ça que... Ça n'a pas été décidé d'en haut. Vous l'avez... Enfin, après, ça a été voté par le législateur. Après, non, mais vous le reconnaîtrez avec moi. grâce au levier de l'information. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que je me fais moi-même du journalisme. Et c'est ce pourquoi je suis là ce soir. Mais sur ce sujet, c'est bien parce que je pense qu'il ne faut aucune négligence ou complaisance que moi-même, pour évaluer ce bien immobilier, parce que vous savez, ces biens immobiliers, c'est une station balnéaire où les prix ont beaucoup varié, sont toujours sujets à discussion. Ces discussions, tout le monde les a. J'ai fait faire une expertise indépendante. Et donc, la déclaration fiscale que je fais, avant tout redressement, en tant que contribuable lambda, c'est une déclaration que je fais faire en demandant à un expert indépendant. Et donc, je fais appel à un expert près, justement, au tribunal de grande instance, ou la Cour de cassation, pardon, ils sont connus, les experts immobiliers, qui fait un maîtret, qui regarde, il y a un dossier de 50 pages, qui, pour l'anecdote, m'a coûté plus cher que l'impôt que j'ai finalement payé, parce que j'ai dû payer 5 000 ou 6 000 € d'ISF. Donc là aussi, il faut arrêter de penser que j'ai... rattrapage un peu, non? Rattrapage compris, hein, donc tout compris, c'est 6 000 €. Mais donc cet expert m'a coûté plus cher, parce que c'est assez cher, un expert, mais je l'ai fait, avant toute histoire, pour être indépendant. Et en considérant aucune négligence n'est permise, je suis là-dessus, pour le coup, paranoïaque, parce que compte tenu justement de ce qu'on m'a toujours mis sur le dos, si je puis dire, moi j'ai la lettre écarlate, c'est d'avoir été banquier d'affaires. Certains en journaux disent encore le banquier d'affaires. Vous savez, moi, je serais banquier d'affaires toute ma vie. Marqué Rothschild dans votre dos. Là. Oui, mais c'est un scandale, parce que là, pour le coup, c'est un affaiblissement de la vie démocratique. Parce que je suis très fier d'avoir été banquier d'affaires. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai été plus longtemps fonctionnaire. Et quand j'ai été fonctionnaire, je suis rentré dans la fonction publique parce que j'ai réussi des concours de la République. Je prendrai mes responsabilités en fin de mois, parce que je mène une aventure qui nécessite une exemplarité au carré. Mais je suis très profondément convaincu que ce concours est une bonne chose, et malgré tout que c'est aussi un statut qui tient sa dignité. Bon, pour revenir à notre sujet, j'ai fait cette expertise indépendante. L'expertise indépendante a donné la valorisation initiale du bien que vous avez évoqué, 1,2 million. Lorsque vous arrivez ministre, vous faites l'objet d'un contrôle fiscal. Ce contrôle fiscal, donc c'est classique, a fait que le vérificateur, en produisant des comparables, parce qu'il va regarder les transactions, a évalué beaucoup plus cher. C'était même beaucoup plus qu'1,4 million au début. Une somme qui était substantiellement plus élevée. Là-dessus, j'ai regardé. Je dis, manifestement, cette évaluation n'est objectivement pas solide, celle de l'administration fiscale, parce qu'elle prenait des comparables à des prix avant la crise. Donc vous avez négocié? Non, justement. J'ai fait pointer du doigt qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes, et revenu avec cette évaluation. Je pense qu'objectivement, si on était dans un système qui fonctionne et s'autorégule, des gens auraient pris leurs responsabilités en regardant les choses. Parce que j'étais ministre à Bercy, je n'ai pas voulu négocier. Vous, comme contribuable, si vous êtes pris dans une telle situation, vous négociez. D'évidence, parce que vous allez dire, moi je ne suis pas d'accord. Regardez, j'ai pris un expert, il n'est pas plus bête que vous. Et donc, vous rentrez dans une transaction. Je crois d'ailleurs que beaucoup de responsables politiques sont encore en transaction, qui avec l'administration fiscale, qui avec la haute autorité. Bon. Parce que j'étais à Bercy. Parce que d'ailleurs, j'avais moi-même déjà toutes ces polémiques sur, en quelque sorte, mon parcours. Je n'ai pas voulu. Donc, si vous voulez, j'ai décidé, au fond, de ne même pas défendre mes droits de contribuables normaux.
C'est la vérité. Et donc, je n'ai pas négocié et je me suis acquitté du droit, donc du redressement, avec les pénalités de retard. Ce qui, dans cette affaire ensuite, et donc là, objectivement, je ne vois pas ce qu'on peut factuellement me reprocher. Parce que j'ai rectifié la solution, et d'ailleurs, techniquement, ça n'est pas l'objet d'un contrôle fiscal, puisque ça a été une rectification spontanée, puisque ça n'est pas véritablement un contrôle fiscal qui a été fait. Et donc, quelques mois après être devenu ministre, j'ai spontanément rectifié. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu de majoration, parce qu'il n'y a pas eu de fraude. J'ai techniquement rectifié en mettant les intérêts de retard compte tenu du décalage. Ce qui, dans cette affaire, et c'est là où c'est la différence que je me fais avec l'idée du journalisme, quand on le révèle 18 mois plus tard, après que j'ai lancé mon mouvement, en faisant croire que c'est une fraude, c'est faux. Et c'est une polémique dont vous ne m'empêcherez pas de penser qu'elle a une utilisation politicienne. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on a sorti l'information quand on l'avait. Voilà, mais avec, je l'ai remise en tout cas dans son bon cadre. Et donc, elle n'est pas sortie au moment où le fait générateur est arrivé, Oui, il et elle n'était pas une fraude. Bien sûr.